Cédric Mathieu, donc vous êtes journaliste à Libération. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si le micro... Oui, c'est bon? Ça marche. C'est parti. Après avoir travaillé donc de nombreuses années au service économique du journal Libération, vous créez en 2008 la rubrique Désintox consacrée aux mensonges et aux mots utilisés dans le discours politique. En 2012, vous avez fait des choses entre-temps, mais en 2012, vous publiez Petit précis des bobards de campagne. Un essai qui propose en pleine campagne présidentielle une grille de lecture sur la manière dont les hommes politiques exploitent les données chiffrées dans le débat public. En 2017, en septembre 2017 plus précisément, la formule évolue, vous êtes nommé chef du service Check News, service en ligne du journal Libération. Né ainsi le premier service de fact-checking à la demande, et désormais ce sont les lecteurs qui ont pris les commandes éditoriales en posant des questions directement sur la plateforme Check News auxquelles votre équipe répond. Check News est désormais considéré comme l'une des références en matière de fact-checking, une pratique qui consiste à corriger les informations mensongères ou erronées du débat public. Fake news, infox, informations fallacieuses, fausses nouvelles. De quoi parle-t-on? Quelle définition donnez-vous de ces termes? Oui, donc bonsoir. Donc moi je me présente brièvement, mais pour compléter, ça fait une vingtaine d'années que je travaille à Libération. J'ai commencé au service économie donc de Libération et je m'occupais des transports et de la SNCF en particulier, et ce qui m'a donné envie de travailler sur la désinformation, c'est la désinformation que j'ai pu moi-même constater au fur et à mesure que je maîtrisais un peu les sujets, et de façon très précise, ce qui a un peu cristallisé ma réflexion, c'était le débat qui s'est noué en 2003-2004 autour du service minimum dans les transports publics. Donc c'était une idée sarkozyste qui consistait à interdire aux cheminots ou aux conducteurs de métro de faire grève aux heures de pointe notamment, avec cette thématique récurrente de la fameuse prise en otage des usagers, etc. Et donc c'était un thème très passionnel à l'époque, et sur lesquels on entendait absolument n'importe quoi. Et j'étais assez frappé, moi, en tant que journaliste et citoyen, de voir des responsables politiques de tous bords, parce qu'il faut être honnête, c'était de part et d'autre, qui, de façon stratégique, caricaturaient systématiquement et rendaient complètement inintelligible pour les citoyens un truc qui était pourtant, à mon avis, assez important. Et je m'étais dit, mais en fait, tous les autres journalistes qui suivent des sujets divers, que ce soit l'immigration, l'environnement, ils doivent eux aussi être confrontés à ces caricatures systématiques. Et mon idée, c'était d'ouvrir un espace dans le journal où chacun, on appelle ça les rubricards, les spécialistes d'un sujet, puissent de temps en temps venir pour raconter comment des responsables politiques ou du monde patronal, ou peu importe, désinforment en fait les citoyens sur certains sujets. Et c'est vraiment de là qu'est né, moi, mon envie de travailler sur la désinformation. Et au départ, c'était donc complètement politique. C'était bien avant qu'on parle des fake news. Maintenant, c'est le sujet de la vérification est devenu très à la mode depuis l'élection de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que de façon à mon avis un peu caricaturale, on a expliqué que si les Américains avaient mal voté, c'était parce qu'ils avaient été intoxiqués par des fausses nouvelles. Alors il y a probablement du vrai là-dedans. C'est vrai que Internet est une caisse de résonance absolument considérable aujourd'hui pour les fausses nouvelles, etc. Et donc le terme fake news s'est imposé comme ça depuis 2016, et c'est une espèce de mode. C'est une espèce de mode, et il y a beaucoup de journalistes qui se sont mis à travailler sur ce sujet. Moi, c'est un terme que j'aime pas du tout, et je déteste qu'on limite notre travail à la lutte contre les fake news. Ça laisse la fake news. La définition littérale, c'est vraiment une fausse information qui est
fabriqué ex nihilo complètement par un individu dans le but de nuire. Pour vous donner un exemple, la dernière vraie fake news qu'on ait eue, qui correspond à cette définition en France, c'était pendant la campagne présidentielle. Et c'était une affaire de supposé compte d'Emmanuel Macron aux Bahamas. Voilà. Là c'est une vraie fake news au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, c'est d'ailleurs quelque chose qui venait des États-Unis, c'est une création... il y avait des faux documents qui avaient été fabriqués à l'occasion, il y avait une action qui était coordonnée, donc on retrouvait sur un certain nombre de forums au départ des faux qui étaient censés attester l'existence de ce compte-là. Le timing avait été parfaitement choisi entre les deux tours de la présidentielle de manière à nuire au candidat Macron. Les relais avaient été savamment pensés au point que la première personne qui est parlée de cette fake news était Marine Le Pen pendant le débat d'entre-deux tours. Donc c'était d'ailleurs assez étonnant de savoir comment, sans être complotiste d'aucune manière, mais c'est une vraie question. Voilà, par quel raccourci elle a eu accès à ce qui était une rumeur qui n'est émergée que sur certains forums aux États-Unis. Donc pendant le débat, elle était face à Emmanuel Macron, elle a dit il ne faudrait pas qu'on découvre que vous avez un compte aux Bahamas. Et donc tous les journalistes qui étaient là se disaient mais à quoi est-ce qu'elle fait allusion? Et dans les heures qu'on suivit, la fake news a émergé sur les réseaux français et on a travaillé nous sur la reconstitution, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'internautes d'extrême droite qui avaient pris le relais d'internautes d'extrême droite américains en France pour viraliser un peu cette information, cette fausse information. Ça c'est une fake news, voilà. Là, on est vraiment dans un truc comme il en existe aux États-Unis parfois, on a des choses complètement... Mais la désinformation, c'est bien au-delà de ça, évidemment. Et nous, quand on dit qu'on essaie de lutter contre la désinformation, on ne parle pas simplement de méchants Russes pour caricaturer qui font ça, ou alors de l'alt-right américaine qui fait ça. C'est la désinformation du quotidien, et elle est politique de façon banale dans les interviews matinales, dans les meetings, etc. Et elle est médiatique aussi. Donc quand on travaille sur la désinformation, on est contraint aujourd'hui de se regarder un peu dans le miroir et de voir que les journalistes aujourd'hui ont une part très importante dans la mauvaise information des citoyens et du public. Ça s'explique, mais ça on pourra en parler, par des dysfonctionnements à mon avis assez importants dans la chaîne de production de l'information. Il y a une course à l'audience, à la rapidité, qui fait que quand on voit, moi je vois aujourd'hui comment on fabrique l'information sur les sites internet, qu'on demande à des jeunes journalistes, c'est souvent les premiers postes, de faire 5 ou 6 papiers dans une matinée. Ils n'ont matériellement rien le temps de vérifier. Leur travail va consister uniquement à repérer, et en même temps il y a des machines, des algorithmes qui le repèrent très bien pour eux, une info qui marche ailleurs, et à se l'approprier en citant un peu, de façon à ce que le site en profite en termes d'audience. Voilà. Il n'y a aucune vérification, aucune valeur ajoutée, on est juste dans une course à l'audience. Le risque, c'est que ce qui arrive évidemment, c'est qu'il y ait une information qui au départ soit fausse et que tout le monde la répercute. Et c'est des choses qui sont malheureusement extrêmement fréquentes. Voilà. Et on le voit, nous arrive très souvent de travailler sur une chaîne comme ça, sur une information fausse qui a essaimé et finalement qui a eu un énorme écho uniquement parce que des journalistes l'ont répercuté sans la vérifier. Et donc la désinformation, la lutte contre la désinformation, moi je refuse de dire qu'on est uniquement des gens qui luttent contre les fake news comme s'il y avait un camp du mal. Elle nous environne. Elle est dans le discours politique, elle est dans la pratique médiatique, et voilà. Donc notre travail, il est de ce point de vue-là beaucoup plus vaste pour lutter contre la désinformation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu longuement à la question. Ce service, donc Fake News, est né d'une observation fine de votre part, d'un besoin.
En fait, l'idée de Check News, donc moi, ce que j'avais créé en 2008, c'était des intox qui était vraiment un service qui était une espèce de veille du débat politique. Donc, je faisais essentiellement de la vérification des propos politiques, c'est ça qui m'intéressait. Après, ce qui s'est passé, c'est que l'émergence des réseaux sociaux et le fait que ça a pris énormément de place dans la construction de l'opinion. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent, que ce soit sur Facebook, sur Twitter et pour les nouvelles générations sur Instagram, sur WhatsApp ou sur Snapchat. Voilà, ça me paraît extrêmement importante. Et le fait qu'il y ait énormément de fausses informations qui circulent là-dessus, ça a aussi élargi notre champ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne traite pas simplement de la désinformation politique, mais on traite aussi de cette désinformation-là. Donc au départ, l'idée, c'était de faire ça. Et on a décidé de se transformer donc ce service des intox en Check News parce qu'on s'est rendu compte que le meilleur moyen de répondre aux interrogations des gens, en fait, c'était de leur demander de nous poser des questions. Et donc, en fait, la particularité de Check News, c'est qu'on fait du journalisme à la demande, en fait. Voilà, on est une équipe d'une dizaine de journalistes. On a créé une plateforme interactive sur checknews.fr, n'importe quel internaute ou lecteur de Libération ou pas lecteur de Libération d'ailleurs, peut y aller, nous poser une question. Et notre travail, c'est de répondre aux questions des gens. Voilà. Et moi, j'ai vu une photo, j'ai vu une vidéo. On ne connaît pas le contexte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va faire un travail de vérification. Quelqu'un qui va nous demander de faire un travail d'explication sur un point d'actualité qu'il n'a pas compris. Voilà, des choses comme ça. Et donc, on a fait une espèce de journalisme à la demande, en fait. Et ça a un double intérêt. Ça a un intérêt, on l'espère, pour les lecteurs et les gens qui ne trouvent pas forcément de réponse et qui ont envie d'avoir une explication sur une question qui se pose. Et ça a surtout aussi un intérêt pour nous. C'est un moyen de fertiliser en fait nos sujets. C'est-à-dire que le fait d'être saisi par des gens, ça nous fait travailler sur des questions, sur des sujets sur lesquels on n'aurait jamais travaillé sinon. Les journalistes ont tous des biais, on a tous des biais, on a tous des visions. On reproche souvent à la presse parisienne d'être très parisiano-centrée et c'est, je pense, exact malheureusement. On souffre de ne pas avoir assez d'antennes en province, de gens qui ressentent des réalités différentes. Il y a aussi une vraie homogénéité en termes de socio-professionnels, enfin, dans le monde journalistique, et donc on manque d'antennes. On ne voit pas tout. Et le fait de proposer aux gens et de laisser la possibilité aux gens de nous connecter à des sujets qui sont les sujets qui les intéressent, c'est aussi un gage pour nous de richesse dans le traitement des sujets qui est extrêmement intéressant. Et voilà, donc pour répondre à votre question, l'intérêt il est double. On l'espère pour les lecteurs parce qu'on est à leur service, et il est aussi pour nous parce que ça nous amène à travailler sur des choses qu'on n'aurait pas forcément vues sinon. Vous mentionnez la difficulté de vos confrères d'avoir du temps pour travailler sur les sources. Est-ce que vous avez le temps d'approfondir, d'aller chercher la bonne information ? On le prend en tout cas, puisqu'on a comme particularité ça c'est quelque chose que moi j'ai exigé du service, on n'a aucune, ce qu'on appelle dans le métier, deadline, c'est-à-dire qu'on n'a jamais d'impératif horaire. On travaille uniquement sur le site de Libération et pas dans le journal papier pour cette raison. C'est-à-dire qu'on ne veut jamais être contraint par le temps. Un journaliste qui travaille sur le journal papier, il y a une heure de bouclage qui lui impose de finir son article à une certaine heure. C'est des heures de bouclage qui, par ailleurs, s'avancent considérablement. Il y a une époque où on bouclait à 22 heures. Aujourd'hui, il faut que le papier soit rendu à 19 heures pour des raisons économiques. Nous, on ne peut pas, quand on prétend faire de la vérification, quand on essaie d'être le plus rigoureux possible, on ne peut pas se permettre. Parce que si à 19h, on n'a pas vérifié, on ne va pas publier un papier qui est vérifié qu'à moitié. Du coup, on a cette chance, en étant uniquement sur Internet, de publier quand on veut.
Et si on a besoin de 2 jours, on prendra 2 jours. Si on a besoin de 3 semaines, on prendra 3 semaines. Et c'est un luxe qu'on prend et quelque chose auquel on tient absolument. Donc le temps, on le prend, oui. Vous m'expliquiez tout à l'heure, Check News, c'est 25 000 questions reçues sur la plateforme. On voit une grande diversité derrière. On a par exemple, quel serait le résultat d'un nouveau référendum au Royaume-Uni sur le Brexit? Que sait-on du profil psychologique des auteurs de féminicides? Et plein d'autres viennent illustrer nos propos. Comment faites-vous pour, parmi toutes ces questions, dégager celles que vous allez traiter? C'est notre dilemme du matin. Tous les matins, on a une conférence de rédaction, on voit toutes les questions, les nouvelles questions qui nous ont été posées. On fait forcément un choix parce qu'on n'est pas assez, même si on est une dizaine, ce qui est beaucoup pour un petit journal comme Libération. On a trop de questions pour répondre à tout, donc on choisit et on essaie simplement, d'abord de prioriser un peu les questions qui relèvent de l'actualité, parce que il y a certains sujets qui à un certain moment intéresse beaucoup les gens. On voit que sur les réseaux sociaux, les gens en parlent beaucoup, ça crée une polémique, ça crée des incompréhensions, donc on considère que c'est bien d'essayer d'éclairer le débat à ce moment-là. On est capable, à l'inverse, de travailler sur ce qu'on appelle sur des questions froides qui sont beaucoup plus intemporelles. Et on essaie en fait de refléter la diversité des questions. On veut faire en sorte que le choix des réponses qu'on va adresser reflète, soit le miroir de la diversité des questions. Parce qu'encore une fois, ce que je vous expliquais sur le fait d'avoir des antennes un peu, nous on est très contents d'avoir des internautes qui ne sont pas du tout des lecteurs de Libération qui viennent nous poser des questions. C'est aussi, ça c'est quelque chose qui est très important. On sait qu'on a des gens qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite et on considère que c'est important de répondre à tout le monde et de considérer tout le monde. Voilà. On est aussi dans une relation avec le lecteur qu'on espère plus respectueuse, ou en tout cas le plus respectueuse possible. Et donc voilà, on a une grande variété de questions, des questions légères, des questions qui sont plus graves, et on essaie juste de faire en sorte de respecter cette diversité dans le choix qu'on fait. Et dans vos réponses, pouvez-vous exprimer vos points de vue ? C'est pas l'objectif, et je pense que c'est quelque chose qui il y a une forme de prétention à, alors je vais pas dire l'objectivité parce que c'est un débat, ça nous enverrait sur un débat, je sais pas, la question de l'objectivité de l'information, mais on essaie d'être sur des éléments qui sont un peu tangibles. Notre idée c'est de dégager un tronc commun d'éléments qui mettent tout le monde d'accord sur des choses assez factuelles et qui servent ensuite le débat public, sachant qu'ensuite, on n'est pas dans l'opinion, on est dans l'énoncé d'un certain nombre de faits et de choses qu'on espère les plus incontestables possibles et de façon à lutter contre des choses qui sont manifestement fausses. Et on n'est pas là pour donner notre avis, c'est pas un service. Il faut du journalisme engagé. Dany et les amis du monde diplo le savent forcément. Nous, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est dans quelque chose de... C'est peut-être un peu petit, un peu plus petit bout de la lorgnette, mais on a une vision qui est différente. On est sur des choses qui sont plus factuelles et peut-être un peu plus modestes, mais dont on pense qu'elles sont importantes aussi. Pour vous, pourquoi aujourd'hui est-il si important de déployer des moyens humains, techniques, financiers pour la vérification des informations ? Ce que je vous disais, c'est qu'on n'est pas que sur la vérification, mais les moyens, ces moyens humains, ça répond, je pense, à un besoin de... D'abord, je pense que là, on est à un très bon poste d'observation pour mesurer la défiance, en fait, très grande des citoyens envers les médias. On le voit. Donc on le voit parce qu'on a des questions qui nous sont posées, y compris sur Libération. Il y a un manque de confiance, et donc on pense qu'il faut essayer de restaurer cette confiance-là, et ça passe notamment par ces échanges-là avec des lecteurs de façon la plus transparente possible. On répond beaucoup à des questions sur Libération. La première question à laquelle on est répondu était une question pas du tout d'actualité. Elle portait sur la manière dont Libération
à ses origines, avait été un journal très accommodant vis-à-vis de la pédophilie. Voilà, Libération, un journal qui est né après 68 à un moment assez particulier. Et il y a eu dans les colonnes de Libération de cette époque, qui a été un journal d'extrême gauche pendant une courte période. Il y a eu des écrits qui témoignaient de ce que pensaient certaines personnes à l'époque à propos de la pédophilie, que c'était quelque chose qu'il fallait pas condamner, etc. Ça a énormément marqué un certain nombre de lecteurs. C'est impressionnant de voir plus de 40 ans après à quel point il y a des gens qui associent encore Libération à ces papiers, à ces dessins. Il y a eu des dessins qui étaient pédophiles à l'époque. Et donc la première question à laquelle on a répondu sur Check News, ou peut-être la deuxième, c'était ça. C'était est-ce que Libération a non pas soutenu, mais a été tolérant vis-à-vis de la pédophilie. Voilà, c'est pour montrer que ça donnait un peu le ton d'une forme de questionnement qui pouvait être fait, et ce service n'a jamais cessé d'être aussi un service par le biais duquel on répondait aussi sur Libération, sur les choix de Libération. Et un des derniers papiers qu'on ait fait là récemment portait sur les croisières de Laurent Geoffrin. Donc Laurent Geoffrin fait comme beaucoup d'éditorialistes, Christophe Barbier, etc. Ils se réunissent sur des bateaux de croisière pour faire des espèces de séminaires. Là, ça s'appelle la croisière des idées. Donc, il y a des gens qui payent des sommes assez importantes, de 1 000 € pour passer une semaine avec des éditorialistes. Et des lecteurs on a fait il y a 2 mois une une sur la pollution, sur les paquebots, ces nouveaux monstres polluants. Il y a évidemment une préoccupation environnementale qui grandit et qui porte beaucoup sur les transports. Il y a des débats sur est-ce qu'on doit prendre l'avion ou pas. C'est des débats qui ne se posaient pas du tout il y a 10 ans. Et pareil pour le bateau. Les bateaux polluent énormément. Et on a fait une une sur les paquebots, ces nouveaux monstres polluants. Et des lecteurs nous ont dit, mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire de faire une une là-dessus, sur l'irresponsabilité, et en même temps que votre directeur de la publication aille lui-même choisisse un bateau de croisière pour parler, en l'occurrence, de l'avenir de la gauche. Et c'était assez contradictoire, ou en tout cas la question méritait d'être posée. Et donc on y a répondu, on a la chance à Libération, alors on n'est pas aussi indépendant, ne serait-ce que capitalistiquement, que certains médias ont la chance de l'être, mais on a une vraie liberté éditoriale, et Check News est un outil pour l'affirmer. Et du coup on a fait le papier en posant la question à des journalistes de Libé qui disaient bah oui, c'est quand même un peu gênant, en posant la question à Laurent Geoffrin qui s'est défendu à mon sens assez mal en disant de toute façon le bateau partirait même sans moi, mais bon. Mais s'il a fait réfléchir, et on a fait cet article qui a abouti à ce que les gens s'en emparent, et le Canard enchaîné d'hier est revenu sur voilà. Et donc Laurent Geoffrin est passé nous voir hier matin pour dire vous êtes quand même emmerdant, le Canard enchaîné a fait un papier dessus, du coup je vais être obligé de ne pas y aller. Je lui ai dit Laurent, l'année prochaine en tout cas pose-toi vraiment la question. Si tu t'es engagé pour cette année, vas-y peut-être, mais l'année prochaine. Mais bon, c'est aussi une qualité de la personne. Il n'y a pas beaucoup de journaux où on peut faire ça aussi librement, et c'est notre voisin de bureau, Laurent Geoffrin, et il était il nous laisse faire ça. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça, on continue à le faire, et je pense que c'est important de continuer à le faire. C'est assez anecdotique, mais en tout cas, ça intéresse les gens. Le fonctionnement et les contradictions des journaux intéressent aussi les lecteurs, et on essaie d'y répondre de façon la plus transparente possible. Petit retour en arrière, retour historique. Quels ont été les précurseurs en la matière? Je pensais, en préparant cet échange, à l'émission de Daniel Scheinerman en 1995, Arrêt sur image. C'est effectivement... Alors, Daniel Scheinerman a fait... effectivement, je pense que c'était le premier média de fact-checking, avec cette particularité qui était que lui était... vraiment sûr de la critique des médias. Voilà. Il a été, alors Acrimed et un autre, de façon
plus radical et à mon avis plus politique, et évidemment un des précurseurs de la critique des médias, mais Schneiderman aussi l'a été, et c'est pas un hasard si on a dans l'équipe 2 personnes qui viennent d'Arrêt sur Image d'ailleurs, et qui et oui, on lui doit, cette liberté de ce truc très non confraternel, mais c'est très sain de ne pas être confraternel aussi, de pouvoir critiquer les autres médias. Voilà, c'est quelque chose d'important, et effectivement, je pense qu'il a marqué pas mal de journalistes. Ouais. Merci. À ce moment de la rencontre, y a-t-il déjà des personnes qui souhaiteraient intervenir ? Alors, continuons. Force est de constater ces derniers temps une recrudescence des ressources de vérification des faits. Le Monde s'y est mis avec les décodeurs, l'AFP avec Factuel, mais aussi des émissions radio qui n'ont pas dû vous échapper. Le vrai du faux sur France Info, les idées claires sur France Culture. Qu'est-ce que ce phénomène traduit ? Est-ce couplé à une augmentation croissante de recherche d'exactitude de la part des citoyens ? D'abord, c'est un effet de mode aussi. C'est parce que c'est comme ça aussi que ça se passe. Hein. Quand une rubrique fonctionne quelque part, elle est souvent copiée. Elle est souvent copiée ailleurs. Et puis il y a une thématique. Voilà, cette thématique des fausses informations est tellement prégnante aujourd'hui, peut-être trop d'ailleurs. Hein. Il y a aussi des reproches qui sont très légitimes qu'on fait au fact-checking. On considère que c'est aussi un moyen de passer à côté des vrais sujets. Donc, ça, on pourra en discuter. Mais en tout cas, c'est un thème qui est porteur, et tous les journaux ont aujourd'hui l'obligation quasiment de proposer une réponse à ça. Voilà, il y a un autre aspect qui est plus méconnu et qui est financier. C'est que un certain nombre de ces services de vérification des faits sont financés par Facebook. Voilà, donc ça, c'est pas quelque chose que les gens savent forcément. Ça s'explique assez aisément. C'est qu'en 2016, l'élection de Trump donc a donc fait émerger, comme je le disais tout à l'heure, le thème des fake news, et il y a beaucoup de reproches qui ont été focalisés sur Facebook, qui a été accusé d'être un peu la caisse de résonance aux États-Unis de toutes ces fausses informations. Et Zuckerberg, le patron de Facebook, a d'abord beaucoup démenti. Lui, il n'avait pas du tout envie d'être obligé de faire le tri dans les contenus de ses utilisateurs, donc d'apparaître comme un censeur, etc. Mais finalement, il a dû convenir, pour des raisons d'image, qu'il avait peut-être une responsabilité, qu'il allait prendre ce problème à bras-le-corps. Et donc, pour éviter lui-même d'avoir à faire le tri, il a refilé la patate chaude aux journalistes. Et aux journalistes qui étaient déjà censément qualifiés pour faire ce travail de vérification, et donc aux services qui étaient déjà estampillés vérificateurs de faits. Et donc aux États-Unis, en France, et maintenant il le fait dans tous les pays, en fait, ils payent des journaux pour faire ce travail de vérification, pour nettoyer en fait les pages de Facebook. Et très concrètement, enfin, en France, 5 médias sont liés par un partenariat avec Facebook. C'est le cas du Monde, de l'AFP, des Observateurs, de 20 minutes et donc de Libé. Et on a quelques centaines de liens tous les matins qui nous sont... Il y a une liste qui est actualisée sans cesse. Et nous, on pioche. C'est des liens qui sont signalés par des internautes. Et nous, on pioche dans ces liens, on les vérifie. Et en quelque sorte, on est payé à la tâche. Alors tout ça est plafonné, mais si on fait 30 vérifications dans le mois, on gagnera $25 000. Si on en fait 2 fois moins, on gagnera 2 fois moins, etc. Certains services de fact-checking se sont développés entièrement grâce à ce financement. C'est pas notre cas. Nous, c'est une part partielle de notre activité, et on existait avant. Mais cette carotte financière est aussi une des raisons pour lesquelles ça s'est développé. C'est évidemment pas très vertueux parce que ça pousse à travailler, plus on en fait, plus on est payé, et donc à pas forcément prendre en considération la pertinence des sujets qu'on va traiter. Pour vous prendre un exemple très précis et assez caricatural,
Si on décide de faire un papier sur un lien qui dit que Michel Sardou est mort, on va faire un papier, on va appeler le manager ou je sais pas quoi qui va nous dire il n'est pas mort, et ça va être quelque chose qui va rapporter 800 € à Libération. Ça n'a aucun intérêt. Ça prend du temps ou pas selon le temps qu'on a pour joindre le manager. L'information, voilà, bon, c'est quelque chose qui va nous empêcher de faire quelque chose de plus intéressant. Et voilà, donc ça, c'est un autre, c'est pas vertueux non plus parce que ça pousse des journalistes à faire exactement le même travail. C'est-à-dire que tous les médias du même pays qui sont associés au partenariat avec Facebook vont avoir les mêmes liens. Et alors, comme ils ne voudront pas faire Michel Sardou, parce que c'est quand même complètement idiot et on peut avoir un peu honte de ce qu'on fait et on n'a pas envie, et on va prendre les sujets qui sont les moins absurdes. Mais bon, tout le monde va prendre les mêmes sujets. Et donc, on se retrouve très fréquemment avec les décodeurs du Monde qui vont faire un papier, que l'AFP Factuel va faire aussi, que Check News va faire aussi, que 20 minutes va faire aussi. Souvent des papiers qui sont assez proches. Et l'explication, elle est que on aura eu en fait les mêmes raisons de le faire. Et ça, c'est tout ce qui tend à l'uniformisation des contenus et évidemment quelque chose de pas vertueux. Et nous, ça va exactement à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. Nous, on a envie d'ouvrir au maximum les vannes et d'avoir des citoyens qui nous interrogent sur des choses qu'on n'a pas forcément vues ailleurs, etc. Pourquoi on le fait ? Vous allez me dire, et vous aurez raison, pour des raisons qui sont financières. On aimerait s'en passer. On n'a pas le luxe de le faire. Ça fait partie des compromis quand on travaille dans un journal comme Libération. On n'est pas riche, pas assez. La direction considère que c'est quelque chose qu'on peut faire. Nous, on considère aussi que ça heurte pas complètement nos principes parce qu'on essaie de le faire très proprement. On va jamais chercher le maximum, par exemple. Si à la fin du mois, on n'en a fait que 15 ou que 20 parce qu'on trouvait que c'était pas assez intéressant, on n'en fera jamais, on n'ira jamais au maximum de 30 pour gagner le plus de sous. Et ça, on a la chance d'avoir une direction qui nous enquiquine pas là-dessus. Mais voilà, une des raisons aussi de l'émergence de ces cellules, elle est économique. Voilà. Et l'AFP, qui est quand même la plus grande agence de presse du monde et qui est en train de développer le plus grand service international de fact-checking du monde, le développe quasiment essentiellement avec les ressources de Facebook. Voilà. Dans tous les pays, ils bénéficient du même dispositif et ça leur permet de créer des antennes comme ça dans tous les pays. Ils fonctionnent de la même manière et leurs journalistes sont payés par ce biais. Voilà, c'est quelque chose, donc Facebook est le deuxième client de l'AFP derrière l'État. Il y a plusieurs interventions dans la salle, monsieur. Oui, bonjour. En fait, j'aurais deux questions. Alors, la première, juste sur le sujet que vous venez d'évoquer. Est-ce que, par exemple, si vous prenez une vérification, du coup, l'AFP ne la fait pas ou tous les deux peuvent s'y mettre sur le même temps ? Ce que je vous disais, et c'est pour ça que c'est pas vertueux et des fois on trouve que c'est un peu absurde, c'est que ça n'empêche pas du tout les autres médias de s'en saisir. Voilà. Donc les 5, en général, quand il y a un sujet comme ça qui n'est pas inintéressant et qu'on trouve dans les liens que nous envoie Facebook, les 5 médias qui sont partenaires en France vont le faire. Et il n'y a pas après de... Non, pas de répartition. Chacun va toucher... Mais pas de qualité non plus, c'est-à-dire chacun touchera quelque chose à la pièce, non pas... Exactement de la même manière. Non, ça ne change rien du tout. Il n'y a pas de course de ce point de vue-là. Ce n'est pas le premier servi. Et deuxième question, s'il vous plaît, et ce n'est pas du tout des noms ou des thèmes qui m'intéressent, est-ce que ça a pu arriver que, en conférence de rédaction, par exemple, un journaliste ou un pigiste ou je ne sais pas quoi, puisse pas avoir le feu vert pour traiter un sujet et qu'en fait il utilise un internaute qui pose la même question et du coup vous dites ah bah oui on va le faire. C'est possible, mais nous n'en savons rien parce qu'en fait on se renseigne pas sur les gens qui peuvent nous poser des questions. On n'a même pas besoin d'un mail valide. Alors je ne devrais pas faire la promotion du service comme ça, mais en fait il suffit de mettre un mail et un nom. Et le mail n'a même pas besoin d'être valide pour que ça fonctionne, pour que la question nous arrive. Et en fait, on ne cherche pas à savoir qui nous pose des questions. On a simplement dit en interne qu'on ne voulait pas
travailler en étant saisi par des journalistes de Libé, parce que ça sert à rien de faire un service pour répondre à des internautes si on répond à nos collègues de... Voilà, donc on essaie un peu d'ouvrir au contraire les écoutilles, si c'est pour répondre aux voisins de bureau, c'est quand même moyennement intéressant. Cela dit, je pense que ça a pu arriver. Je pense que ça a pu, ça a pu arriver. Et ce qui est vrai, et ça pour le coup c'est un aspect assez vertueux, c'est que ça nous autorise à travailler sur des sujets à partir du moment où on a mis ce dispositif en place, qu'on ne ferait pas spontanément sinon. Le papier sur Geoffrin et les croisières, on ne le ferait pas. Libé n'aurait jamais fait un papier sur son directeur de la publication. Et nous, ça nous met un peu à l'abri. Nous, vis-à-vis de la direction, quand on annonce ça le matin, on dit bah oui, on a eu des questions là-dessus, on trouve que c'est légitime, et on l'aurait jamais fait sinon. Donc il y a évidemment des gens qui se servent de cet outil-là pour faire traiter des sujets qu'on n'aurait pas forcément traités sinon. Merci. Bonjour. Alors moi j'aurais une question, j'aurais voulu avoir votre avis sur la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Donc est-ce que vous pensez que l'État a sa place dans cette lutte au risque d'instaurer, parce qu'on a beaucoup parlé de censure, ou est-ce que c'est aux journalistes de rétablir ce lien avec la population et de rester les seuls gardiens de l'information finalement ? C'est une loi qui a été très critiquée par les médias. Enfin, voilà. En gros, les journalistes ont considéré que, d'abord politiquement, elle était, à mon avis, assez idiote, mais ça, c'est pas notre problème, c'est le problème de ces promoteurs, parce qu'elle donnait l'impression, effectivement, l'impression de censure. Les juristes considèrent qu'en gros, il y avait déjà de quoi dans l'arsenal législatif lutter contre la désinformation. Il y a la diffamation qui existe. Il y a des règles assez précises en termes qui peuvent permettre de sanctionner la diffusion de fausses informations en période électorale aussi. Alors c'est des choses qui sont toujours un peu difficiles à appliquer, mais heureusement d'une certaine manière. Et surtout, il y avait la peur d'une espèce d'usine à gaz qui soit... c'est extrêmement compliqué. Enfin, l'idée, c'était qu'on pouvait intervenir par référé sur un contenu de façon à le bloquer. Et ça mettait en fait le juge dans une situation où c'est lui qui allait devoir établir le vrai du faux, enfin pour caricaturer, et dans un temps qui était extrêmement court, donc tout le monde a considéré que c'était une mauvaise idée. C'était assez maladroit aussi parce que le gouvernement ne se rendait pas compte du retour de bâton évident qu'il allait prendre, mais ça c'est un peu bien fait pour eux, parce que ils ont un peu vendu ce thème des fake news avec l'ennemi qui vient de l'extérieur, notamment avec les Russes, la manipulation, etc. Puisque les citoyens leur rétorquaient, mais les fake news, c'est vous aussi, la désinformation, c'est vous aussi, tous les matins à la radio, à la télé, quand vous dites des choses qui sont fausses. Et nous, on a vu de manière... c'est des choses qu'on a pu dire parce que les journalistes ont été convoqués pour en parler. Nous, on a vu, à l'époque, Françoise Nyssen était encore ministre de la Culture et c'est elle qui était en charge de ce dossier-là. Et elle nous avait reçus pour nous en parler. Nous, on lui avait dit, mais c'était un jour ou un matin, Julien de Normandie, donc gouvernement en charge du logement, avait dû dire qu'il y avait plus de sans-abri à Paris ou un truc comme ça. Il disait, mais les gens vont vous dire, mais elle est là, la fausse information, et vous allez sanctionner, est-ce que vous allez le sanctionner lui? Mais c'est évident que les gens vont se poser cette question-là. Et je pense qu'il y avait que des critiques à faire, sur cette loi. Moi, je pense que c'est pas du tout l'État. Je pense pas du tout à l'État Je pense qu'effectivement, il a dit heureusement qu'on peut sanctionner des journalistes ou des gens qui diffusent des fausses informations, mais on peut déjà le faire. Et je pense qu'il y avait une grande maladresse et le truc est assez inefficace et politiquement, à mon avis, désastreux. Et nous, on n'avait pas du tout envie, en tout cas, d'être rangés dans ce camp-là, quoi. Tout ce qui donne l'impression que la lutte il y avait un côté, en plus, on était à l'époque, on était un peu les supplétifs du politique pour lutter contre les fake news qui nuisent à la France. Et nous, c'est exactement le rôle qu'on n'a pas envie de se voir assigner. C'est pas du tout ça qu'on veut faire, quoi. Voilà.
Voilà. Donc on était très méfiants. Enfin, les journalistes étaient globalement très très critiques. C'est pour avoir une précision. J'ai pas compris qui et comment fait le tri des questions que vous pose Facebook. C'est nous. À l'intérieur. En fait, Facebook nous pose pas vraiment de questions. Les internautes signalent des contenus quand ils ont un doute. Ils voient un contenu sur Facebook et ils peuvent le signaler. On coche un truc, on signale. Et Facebook nous envoie la liste de tous les contenus qui ont été signalés par les internautes. Et donc on a 400 contenus et c'est les journalistes voilà, c'est une liste interminable, voilà. Et c'est les journalistes de mon service c'est nous qui choisissons les sujets qui nous semblent être un minimum dignes d'intérêt pour être vérifiés. Donc c'est vraiment nous qui le choisissons. Merci pour votre travail et votre intervention. Cependant, je voulais suggérer une réflexion dans cet état d'urgence dans lequel on peut considérer que nous sommes actuellement. Est-ce que on ne pourrait pas se demander si la population n'est pas instrumentalisée à consacrer son temps et son énergie à prendre connaissance de news, de fake, de pas news, de pas fake, se battre contre des news, des fakes, des pas fakes, des news et des fakes, et au lieu de construire, de travailler ensemble, de converger nos énergies pour vraiment agir, est-ce qu'on n'est pas instrumentalisé par des Facebook ou des gens ignorent parce que j'ai pas assez newsé pour tout savoir? Est-ce que, encore une fois, on ne se fait pas ponctionner vraiment notre temps nécessaire pour construire un monde important à faire? Et voilà. Non, mais je comprends votre question. Elle est évidemment légitime. Je pense qu'elle dépasse la critique du fact-checking et qu'en fait elle porte sur le journalisme en général et sur l'endroit où les journalistes doivent poser leur regard. On se pose forcément la question quand on est journaliste, et c'est une question que moi je me pose depuis 20 ans et qui est jamais facile à régler, c'est est-ce que ce que je fais, c'est ce que je pourrais faire de plus intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un autre article à faire qui est plus intéressant qu'un autre? Et cette question, elle se pose sur le fact-checking. Est-ce que c'est utile, effectivement, de passer du temps à vérifier une photo ou une vidéo qui circule, un truc que peut-être 30 000 personnes auront vu, mais est-ce que c'est utile? C'est pas facile de répondre à cette question. Moi, j'y vois une utilité et une espèce de bon sens, mais il faut toujours se méfier du bon sens apparent. Consiste à dire oui, dire qu'une vidéo est fausse, c'est utile. Mais est-ce que c'est pas mieux de faire un travail de fond sur un sujet pour vous donner un exemple précis, voilà, on a une fausse vidéo on a très récemment, c'est l'exemple que je vous donnais, on a des gens qui nous ont interrogés sur des jeunes qui prennent à partie des policiers de la BAC dans un quartier à Marseille. On voit une vidéo assez violente, etc. Les gens nous disent, comme souvent, quand ils voient quelque chose, qu'est-ce qu'on en sait de cette vidéo? Est-ce qu'elle est vraie ou pas? On vérifie. C'est un tournage de film. Bon, c'est assez facile à vérifier. On a le producteur qui nous le dit. Et on fait un papier pour dire que voilà, cette vidéo est un tournage de film. Des gens nous reprochent de faire ça. Ils nous disent mais on s'en fout. Un tournage de film, oui, mais ça aurait pu être vrai. Pourquoi vous pourriez enquêter sur ce qui se passe dans ce quartier-là? Est-ce que vous pourriez enquêter pour raconter comment, dans certains quartiers, effectivement, les services publics, soit de la police ou des pompiers, peuvent plus rentrer? C'est des critiques qui sont légitimes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a plus de sens de faire cette vérification? Ou plus de sens de faire un papier de fond sur ce truc? C'est compliqué de répondre à cette question. Nous, ce qu'on fait, c'est la vérification. Mais c'est pour ça que ce qui est important, c'est le pluralisme de la presse là-dessus. C'est que des médias fassent du long. C'est que des médias aient des approches qui soient complètement différentes.
pour ça que moi, j'ai beaucoup de tolérance aux critiques des autres, mais voilà, c'est peut-être une pirouette, mais il y a une forme de complémentarité, peut-être. C'est sûr qu'on pourrait faire autre chose et heureusement que d'autres le font. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vous répondre. Mais bien sûr qu'on se pose cette question quand on est journaliste tout le temps, de la légitimité de notre regard. C'est la question essentielle du journaliste. Est-ce que c'est à cet endroit que tu dois regarder et voilà, est-ce que tu vois les bonnes choses, est-ce que tu traites les choses de la bonne manière ou pas? C'est compliqué, hein, mais moi je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas la réponse n'est pas simple et je m'en sors en disant que heureusement qu'il y a des médias qui sont pas du tout aussi dans ce prisme qui peut être un peu réducteur du fact-checking et moi je comprends que des lecteurs se désintéressent aussi. En plus il y a un effet de saturation, hein. C'est vrai qu'il y a un moment, moi je comprends que ça soit un peu gonflant, c'est devenu une espèce de mode, le vrai, le faux, le machin, et oui, vous pouvez considérer aussi en tant que lectrice que vous avez mieux à lire. Je vous en voudrais pas. Je disais que j'avais une question très directe à poser. Donc j'ai fait référence à l'allusion que vous avez faite à l'origine de Libération, donc j'imagine par rapport à Jean-Paul Sartre, les années d'extrême gauche. Et donc, je pense quand même que Geoffrin se dit de gauche, par exemple. Est-ce que vous avez encore, en comité de rédaction, ou je ne sais pas à quel moment, des discussions de fond réelles? C'est vrai que quand on se dit à gauche, normalement, il y a un peu plus d'éthique, un peu plus, normalement, de critique et de distance par rapport à des espèce de spirale infernale, hein, dont parlait la dame, c'est-à-dire nous éloigner du cœur même de ce qu'est le métier de journaliste et comment justement ouvrir les yeux aux citoyens et petit à petit les amener à avoir des jugements, hein. Alors il n'y a plus de presse partisane, c'est vrai qu'il n'y a plus d'idéologie, mais en même temps j'imagine qu'à Libé il reste quelque chose, enfin, j'espère, non? De ces années-là, je pense, pour être honnête, qu'il n'en reste rien. Mais voyons ce que c'était. Et moi, j'étais trop petit pour... même si je finis par vieillir aussi, hein, mais je suis contemporain de Libé ou quasiment. Donc moi mais il ne reste évidemment rien de ces années-là. Mais c'est normal d'une certaine manière. Il y a eu, Libération, c'est vraiment en 81 que le journal a complètement changé. Ils ont licencié tout le monde, ils ont réembauché. Et puis il faut avoir en tête que le Libé des années 80 est d'une certaine manière beaucoup plus libéral, y compris au sens économique, que le Libé, même tiède des années 2000. Hein. C'est un journal qui a complètement basculé, ça c'est évident. Donc il en reste plus grand-chose et il y a quelques grandes gueules qui ont quitté le navire ces dernières années. Je pense à Pierre Marcel qui était un des derniers. C'est un journal qui est effectivement beaucoup plus tiède politiquement. Je sais pas. Après, il est un peu à l'image de la gauche, de la gauche qui est pas la gauche très radicale. Ça, c'est sûr que c'est pas un journal de gauche radicale. Il est très partagé, il est très agité. Et je pense que la crise, mais c'est un peu une tarte à la crème. Mais je pense que la crise que traverse Libé ou que traverse l'Obs, par exemple, en termes d'électorat, est un peu un miroir de la crise que le PS traverse. Il y a un peu des courants. On n'est pas trop d'accord entre nous. En même temps, il y a plein de gens qui considèrent que Libé manque de radicalité aujourd'hui. Je pense que c'est un journal qui n'est pas très apprécié quand on est à la gauche du PS. Ça, c'est... Mais c'est ainsi, moi je suis pas fondé à le déplorer ou pas à le déplorer. En plus, je suis le plus mal placé en fait pour en faire la critique, parce que pour le coup, mon travail est pas du tout de ce point de vue-là un travail d'engagement. C'est aussi pour ça que je pense que c'est bien que des journalistes fassent un autre travail que le fact-checking. Le fact-checking, on n'est pas des journalistes engagés comme ce que vous décrivez, ce que vous
la conception là, que vous énoncez de ce que doit être un journaliste, c'est vrai que c'est pas ce qu'on fait nous. On n'est pas des, on répond à des questions des gens. Bon, il y a un côté peut-être un peu anecdotique, mais donc je vais pas critiquer alors que je mets pas les mains dans le cambouis là-dessus, quoi. Mais on le voit, voilà, le désarroi ou le dépit d'une partie de la gauche vis-à-vis de ce qui est devenu Libération, c'est quelque chose qu'on constate évidemment, bien sûr. Une autre question. Du coup, vous avez dit les journalistes sont des fois contraints de se regarder dans le miroir parce qu'il est vrai que, en raison de la course à l'audience, ils peuvent moins vérifier les faits, ce qu'ils avancent. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de changer le modèle du journalisme, ou si on va de mal en pis et qu'on va vers un journalisme finalement qui, à cause de cette course à l'audience, véhiculera des informations de moins en moins certaines? D'abord, le journalisme, il est très pluriel et je dirais qu'il s'invente et il se réinvente, le journalisme aussi. Heureusement, il est autre chose que ça. Il y a des médias qui ne sont pas du tout dans ces logiques-là, hein. Le plus célèbre, c'est le plus célèbre, c'est pas le plus célèbre, c'est, disons, l'exemple le plus récent de réussite économique d'un média indépendant, c'est Mediapart. Mediapart a réussi à créer un modèle qui est complètement indépendant. Voilà, ils n'ont pas d'annonceurs, ils vivent de leurs lecteurs, etc. Bon, et eux, ils ne sont pas du tout concernés par cette problématique. Mais ils s'en foutent de l'audience, ils sont payants. Et voilà, donc ils ont évidemment raison. C'est le modèle économique idéal de la presse, c'est ça. Donc il y a des journaux, et même localement, Mars Actu, qui est pas loin de Mars Actu, et un journal indépendant qui galère, c'est hyper compliqué, etc. Mais eux, ils n'auront pas ces problématiques-là. C'est plus les gros, voilà, c'est plus les gros, effectivement les gros journaux, des fois les télés, etc. qui sont confrontés à ça. Est-ce que c'est difficile à dire. Moi, je suis assez souvent navré de certaines choses qu'on voit. Effectivement, je me répète, mais c'est pas grave. On avait une intervention avec les étudiants en journalisme de Sciences Po tout à l'heure, et je donnais un exemple pour moi de la désinformation qui avait été la plus grave de ces dernières semaines, et c'est un truc que vous avez peut-être vu. Il y a eu une espèce de montée de fièvre autour de la question de la fraude sociale, voilà, ces dernières semaines, parce que deux parlementaires UDI et de La République En Marche ont rendu un rapport sur le sujet, qui pointait, qui chiffrait potentiellement des dizaines de milliards la fraude sociale. C'est un sujet de l'assistanat et compagnie, les tricheurs qui passionne beaucoup les gens. Et parmi les conclusions de ce pré-rapport, parce que le rapport n'a pas encore été rendu, il y avait un indice de l'ampleur de la fraude dans un fichier, soi-disant des anomalies dans un fichier d'immatriculation de l'INSEE. Donc c'est un fichier d'immatriculation des numéros de sécurité sociale. Et donc les deux rapportrices s'étaient rendues compte qu'il y avait 84 millions de numéros de sécurité sociale. Et elles se sont dit, c'est quand même 17 millions de plus que le nombre d'habitants en France. C'est la preuve du potentiel. Donc effectivement... et puis il y avait 3 millions de centenaires aussi dans ce fichier de sécurité sociale. Donc 3 millions de potentielles personnes qui font passer, enfin bref, ce truc a été repris de façon incroyable. Ça a fait France 2, on a fait un sujet pour parler des anomalies.
c'est doublement choquant parce que il suffit de passer un coup de fil à l'INSEE pour qu'ils expliquent en 2 secondes que en fait ce fichier n'a absolument rien à voir avec un registre démographique d'aucune sorte, et que en fait figurent dans ce fichier toutes les personnes qui, par exemple, sont venues à un moment de leur vie, une personne née à l'étranger, travailler en France ou étudier en France, et que pour avoir accès à un certain nombre de prestations, de couverture, il faut être inscrit à ce fichier. Donc c'est des gens qui, typiquement, il y a un étudiant étranger qui est venu il y a 20 ans en France pour travailler 3 ans et qui est reparti, il est dans le fichier. Un Français qui est expatrié depuis 20 ans, il est dans le fichier. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de gens dans ce fichier que de nombre d'habitants en France, parce que ça n'a rien à voir. Donc c'est une explication très simple. Donc ce qui est scandaleux, c'est que 2 personnes qui sont censées avoir bossé sur le sujet, de responsables politiques, n'aient pas compris ça, ou aient fait semblant de ne pas le comprendre. Ce qui est scandaleux, c'est que des journalistes n'aient pas fait le travail de vérification minimale, pour expliquer que ces incohérences sont en fait simplement une incompréhension des 2 rapportrices sur le truc. Et là, on est quand même sur on parle de désinformation d'une grande ampleur, parce qu'il y a eu un écho considérable. Tous les médias sont mis à parler de cette fraude potentielle, au point que les organismes de sécurité sociale et l'INSEE ont fait un communiqué commun, chose quand même extrêmement rare, pour rectifier. Donc il y a eu un communiqué commun qui a été envoyé à toute la presse pour dire non, mais c'est n'importe quoi. Et ça, c'est navrant. Voilà, ça c'est là on est vraiment dans des trucs navrants et qui montrent, c'est vraiment, pour moi, c'est l'exemple là et là c'est une faillite journalistique mais générale. C'est extrêmement simple de faire correctement son boulot, et que à la limite d'être sur l'agenda, et parce que y a des politiques qui vont parler de ça à un certain moment, tout le monde va embrayer sur ce thème, mais au moins disons-en des choses qui sont justes, et là de pas voilà, ça pour moi c'est des choses qui sont tragiques, et il y a plein d'exemples comme ça, alors qui sont des fois qui sont un peu moins frappants, parce que là ça a vraiment pris une ampleur folle, mais il y a plein d'exemples comme ça, on le voit, nous on travaille sur des fois des petits sujets, des trucs comme ça, il suffit qu'un média le fasse et ça va être repris sur tous les sites, et on va avoir des espèces de duplication de contenu comme ça, et il suffit qu'il y ait un truc faux pour que... Donc c'est difficile de lutter contre ça, parce qu'on est dans des logiques, on est évidemment dans des logiques d'audience. On est dans des logiques où il faut savoir aujourd'hui que dans certains médias, c'est des algorithmes, ou c'est qui sont les rédacteurs en chef. Mais c'est la vérité, c'est des outils, les outils qui déterminent le choix des sujets. C'est des outils qui mesurent les tendances. Donc c'est les Google Trends, c'est les trucs sur les réseaux sociaux. C'est qu'on arrive à voir quels sont les sujets qui montent. Et ce qu'on va demander aux journalistes de faire, c'est les sujets qui montent, parce que ça va être, c'est ça qui va grimper, qui va faire grimper les audiences. Donc il y a des médias qui fonctionnent comme ça. On n'a plus des directeurs, des rédacteurs en chef ou des chefs de service qui vont choisir des sujets comme ça. Mais ça va être tout ou partie du choix du sujet va être déterminé par cet algorithme qui montre que c'est ce sujet-là qui va être porteur en termes d'audience. Parce qu'il est traité par d'autres. C'est ce qui rend le truc complètement inintéressant. Là, on est vraiment dans une espèce d'uniformisation. On est dans une espèce de quête. Il y en a un qui a lancé un truc, ça grimpe. Et pour avoir un bon référencement, il va falloir qu'on traite ce sujet avec les bons mots-clés dans le titre, etc., pour que ça soit chopé par la machine, etc. Donc on est dans des logiques qui sont des logiques hyper lourdes, quoi. Et c'est pour ça que tout ce qui est quand on est guidé par l'audience, c'est un peu casse-gueule. Notre chance, qui est en fait une malchance, c'est que la seule politique d'audience ne permet pas de vivre. Parce que là où on a cru que la pub avec l'audience nous permettrait de subsister, en fait la pub sur le numérique, qui prend aujourd'hui toute la place, est trop faible pour nous permettre de vivre. Et du coup, on a un virage stratégique qui est en fait vertueux, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément des bonnes raisons, mais vers l'abonnement numérique, qui est pour le coup un modèle assez sain. C'est comme on ne vivait pas de la gratuité et de l'audience,
on se rend compte que la seule manière de monétiser notre contenu, c'est de le faire payer par des lecteurs, mais c'est quand même un peu la base. Hein. Et il a fallu ça pour qu'on y réfléchisse. Et pour faire payer par des lecteurs, il faut avoir quelque chose à leur vendre. Et pour avoir quelque chose à leur vendre, il faut se différencier des... Voilà, faut d'abord trouver quelque chose à raconter, il faut se différencier des... Et du coup, on est contraint de se poser des questions qui sont en fait des questions évidentes. C'est qu'est-ce qu'on a à raconter et qu'est-ce qui va faire qu'on va donner envie à un lecteur de dépenser 6 € ou 8 € pour s'abonner à notre journal plutôt qu'à un journal concurrent. Donc finalement, c'est des questions assez saines. Bonjour. Je m'intéressais sur, je m'interrogeais sur le mécanisme de réponse en fait. Comment en fait vous répondez à vos lecteurs? Est-ce que vous répondez à un lecteur en particulier, celui qui vous a posé la question, ou vous le mettez sur la plateforme disponible à tous les lecteurs? Et ensuite, je me demandais aussi si du coup, quand vous avez vérifié une mauvaise information, par exemple là, en ce qui concerne Facebook, vous renvoyez du coup, vous notifiez à Facebook en fait que cette information est fausse et ensuite Facebook la supprime. Et est-ce qu'elle met dans ces cas-là un certain temps à la supprimer? Parce que c'est vrai que du coup, il y a quand même un très 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 large public qui est dedans en fait. Surtout qu'en général, les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Alors, c'est de bonnes questions. Concernant les réponses, en fait, quand on répond à une personne, on fait un article. On part du principe que la réponse à une personne en particulier est susceptible d'intéresser le plus grand nombre. Donc on va faire un article sur le site de Libération qui sera visible par absolument tout le monde. Simplement, la personne qui nous aura posé la question, si tout se passe bien, va recevoir un mail avec un lien vers l'article. Donc elle aura une réponse plus personnalisée, mais sinon on en fera un article. Et notre article sera mis en scène avec questions posées par Jean-Pierre ou Marie, avec la date, etc. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. C'est un article normal, voilà, accessible à tout le monde, sur la base d'une question d'une personne en particulier. Ça, c'est la réponse à votre première question. Concernant Facebook, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire un article sur le lien. Nous, on considère que par transparence vis-à-vis de nos lecteurs, il faut préciser que cet article-là, il est dans le cadre du partenariat qu'on a avec Facebook. Donc la seule différence qu'avec un article qu'on aura fait quand on est saisi par un citoyen, c'est qu'on va le préciser ça. On va mettre cet article a été rédigé dans le cadre du partenariat qu'on a avec Facebook. Voilà, par transparence, on pense que c'est important de le faire. Ce qui se passe ensuite, c'est que quand des fact-checkers auront vérifié un contenu sur Facebook et qu'ils auront considéré qu'il est faux, en gros, on peut le classer. Il y a une espèce de grille à remplir quand on fait une vérification pour Facebook. On met soit que c'est complètement faux, soit que c'est vrai, soit que c'est parodique, ce qui est une chose qui est importante, soit mixture qui est ni vrai ni faux. Et quand le truc est... Dans tous les cas, l'internaute qui va partager ensuite cette information, il y aura en lien, Facebook va automatiquement mettre en lien les articles qui auront été écrits par les fact-checkers. C'est-à-dire, attention, voilà ce que les décodeurs du monde en ont écrit, voilà ce que 20 minutes en a écrit, voilà ce que Libération en a écrit. Donc c'est une proposition d'information complémentaire. Ça, c'est la chose la plus soft. Voilà. C'est pour la chose qui est moins soft et ce qui nous pose un peu des problèmes des fois. Voilà. Enfin, en tout cas, ça nous renvoie à une forme de responsabilité assez importante. C'est que selon le jugement qu'on va avoir, c'est-à-dire que si on considère que des contenus émanant d'une même source sont faux, ça va avoir pour impact de nuire au référencement de cette source. C'est-à-dire qu'elle va être de moins en moins visible. Facebook se sert de nos évaluations pour faire disparaître de la circulation des émetteurs. Et là, il y a des critiques qui sont évidemment possibles c'est-à-dire qu'on a une responsabilité qui est assez lourde d'invisibilisation d'une certaine manière de certains émetteurs qui, parce qu'ils ont diffusé un certain nombre de fausses informations, vont disparaître doucement ou être de moins en moins. Et Facebook, le problème, c'est qu'ils ne sont pas ultra transparents. Et donc, c'est une boîte qui est éminemment critiquable sur plein de choses. On ne sait pas. Il y a des choses qui disparaissent, qui apparaissent. Il y a des choses qui sont moins visibles. Très récemment, il y a eu
beaucoup de polémiques sur un certain nombre de sites d'extrême gauche qui ont complètement disparu, enfin qui ont vu leur audience se casser la gueule complètement, et on ne sait jamais, parce que c'est l'algorithme de Facebook qui est totalement secret, et on ne sait jamais pour quelle raison il y a un truc qui va apparaître ou pas. Et nous, on a une part, voilà, on est dans ces rouages-là, et ça nous... Alors, bon, on peut comprendre le positionnement de Facebook. Hein. C'est-à-dire, s'ils veulent lutter contre la désinformation, d'une certaine manière, ils sanctionnent les émetteurs de fausses informations. Mais nous, c'est évident qu'on a une responsabilité qui est extrêmement importante. Et on a des débats, il y a des gens qui nous en veulent beaucoup à Check News, qui sont des gens qui sont à la tête de sites... pseudo-satiriques et qui considèrent qu'on a contribué à les faire disparaître parce qu'on a mentionné comme fausses des informations qui sont selon eux étaient satiriques et évidemment fausses. Et eux ils disent bah voilà, vous auriez dû vous nous flinguez alors qu'on fait de l'humour. Vous vous dites, bah non, ce truc est faux, et comme ça, on disparaît, les gens n'ont plus accès à nos contenus. Et donc, on a une vraie responsabilité là-dessus. Et c'est pour ça que ce n'est pas un truc qu'il faut prendre par-dessus la jambe. Nous, et c'est pour ça que c'est aussi un peu inconfortable pour nous, parce qu'on ne fait pas simplement un travail de pédagogie sur des contenus, mais on sait que le travail qu'on va faire, il va avoir un impact ensuite dans la grande machine qui est très opaque de Facebook sur le référencement des sources. Et pas simplement des articles en particulier, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'à la limite, si c'était simplement un article qu'on a flagué comme faux qui disparaissait, c'est plus facile à assumer que si c'est la source qui peut avoir produit d'autres articles pas faux. C'est elle qui va en pâtir. Donc c'est des choses qui sont un peu complexes. Oups. Oui, bonsoir. Merci d'être venu d'ailleurs. Avec plaisir. Puisque Check News est une des rubriques que je lis le plus volontiers dans l'IB en ligne. C'est gentil. Ça plaisir. Je vous le dis. Je pense que d'autres auraient pu le dire ici aussi. Moi, je voudrais revenir un peu sur certaines pudeurs que vous aviez tout à l'heure, là, à parler de cette relation avec Facebook et de ce financement. Après tout, on réclame à corps et à cri de faire payer les GAFA. S'il y en a un qui finance des postes de journalistes tout en leur laissant une indépendance acceptable, on va pas cracher dessus. N'est-ce pas? Surtout que si en plus ils payent 5 fois la même chose à certains, ça c'est simplement crétin de leur part. Mais il faudrait peut-être leur dire d'ailleurs, parce que s'ils ne le faisaient pas, ça pourrait permettre de traiter 5 fois plus de fake news si c'était mieux réparti. Mais bon, ça c'est un point secondaire. Plus important, c'est ce que vous disiez sur les grandes dynamiques, les grands mouvements de la presse, la course à l'audience, le sensationnalisme, etc. À quoi bon, j'allais presque, c'est un peu ma question, à quoi bon votre rubrique, toute petite, qui n'est qu'en ligne, si tout le reste, j'exagère, tout le reste du journal et la presse ailleurs est dans la course à l'audience, dans le fait de monter en épingle telle phrase sortie du contexte ou une photo sans en donner sans mettre en perspective, sans faire ce que je considère moi être le boulot bon du journalisme. N'est-ce pas? Puisque c'est à ça quand même qu'on a affaire beaucoup. Et subsidiaire, est-ce que le rôle des écoles de journalisme n'est pas aussi grand là? À quoi forment-ils les jeunes, ces jeunes qui arrivent là maintenant dans les réactions et dont on les voit, que l'on voit travailler pratiquement uniquement dans ce sens-là, du sensationnalisme, là un peu. Alors je vais prendre la dernière. Je pense que la formation, alors c'est difficile de généraliser, mais je pense que c'est pas la formation des journalistes qui est forcément en cause. C'est malheureusement ce qu'on leur demande de faire quand ils sortent d'école. C'est ça le problème, et que tous n'ont pas le luxe de refuser des postes qui sont totalement inintéressants. C'est ça je pense qu'ils sont pas coupables de ça. Après, on est toujours responsable de ce qu'on accepte de faire. Hein. Là-dessus, vous avez raison, évidemment. Mais
la principale faute pour moi est pas celle, c'est pas un défaut forcément de formation. Je crois pas que ça soit. Après, il y a plein de choses à dire sur la formation des journalistes. Mais moi, nous, on intervient dans un certain nombre d'écoles et quand j'entends parler de la manière dont, en tout cas dans les écoles reconnues, on les fait quand même réfléchir un peu à leur travail, etc. Donc, le plus souvent, ceux qui arrivent dans des postes de desk comme ça sur des sites internet à produire à la chaîne, ils sont quand même très dépités et ils aimeraient faire autre chose. Donc, voilà, ça c'est pour répondre à votre première question. La deuxième, sur à quoi bon le faire, c'est difficile de répondre. J'ai envie de dire, c'est pas parce que certains font des trucs nuls qu'on a envie de faire la même chose. Voilà, donc on espère que des fois, c'est difficile hein, de construire un peu une image, etc. Mais on espère que les gens, à force de faire des choses qu'on essaie de faire le plus de qualité possible, vont nous faire confiance. Et voilà, nous, on a envie de faire prospérer cette petite boutique et on a plein d'idées sur. C'est pour ça que je suis moi toujours très content de venir parler avec les gens. C'est que là, ça fait 2 ans qu'on a lancé ce service et là, le besoin qu'on a, c'est de faire un bilan, c'est de faire un point sur des choses qui marchent bien, sur des choses qui marchent moins bien. Donc on essaie là d'avoir un petit partenariat pour les municipales avec Médiacité, voilà, qui fait de la presse vraiment indépendante au niveau local, et parce que eux ils ont cette capacité à créer du lien. C'est vraiment du journalisme citoyen et nous on a envie de s'inspirer de ce qu'ils arrivent à faire. On a vraiment envie de creuser ce sillon et donc beaucoup de parler avec les gens. Ça fait partie des choses que là, dans les semaines et les mois à venir on va beaucoup multiplier. Donc on essaie nous de progresser, de faire prospérer le truc. Et quant à Facebook, bah oui, vous avez raison. C'est pour ça qu'on accepte, c'est parce qu'on considère que c'est un compromis acceptable justement et qu'ils nous foutent une paix royale. Le seul souci qu'on a avec eux, c'est sur nous quelque chose qu'on a exigé, on leur a pas demandé d'ailleurs, qu'on a fait, c'est qu'on publie systématiquement ce que ça nous rapporte. Donc on a fait en janvier, on a dit voilà exactement en quoi consiste le partenariat Facebook, qui nous est beaucoup reproché hein, évidemment, parce que on explique. On dit voilà ce que ça nous a rapporté tel mois, voilà. Et eux considèrent que c'est une violation de la clause de confidentialité du contrat. Nous on n'en a pas la même lecture et ça les fout dans la merde parce que en fait si on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes contrats avec tous les médias, notamment à l'étranger. Et du coup, il y a des gens qui couinent en disant non mais à Libé, non mais alors ici on payait autant pour ce truc. Et du coup, on a eu le coup de fil furax de Facebook, je sais pas si c'était New York ou San Francisco, enfin bref, qui nous disait si ça continue. Et nous, on leur a dit, on peut pas. Enfin, c'est ridicule de faire un exercice de fact-checking qui est censé être un truc de vérification de transparence si on est incapable de dire à nos lecteurs ce que ça nous rapporte et exactement comment ça fonctionne. Donc ça, c'était. Donc je pense que c'est une question qui se posera en janvier prochain quand on voudra faire le bilan de ce que ça nous a rapporté en 2019. Mais pour nous, c'est absolument capital. Mais c'est le seul truc sur lequel ils nous ont embêtés. Pour le reste. Voilà. Mais après, je pense que c'est un peu peanuts pour eux aussi. Hein, c'est pas. On sait aussi que c'est un peu en termes d'image. En termes d'image, ils disent nous on lutte contre la désinformation avec ces trucs-là. Voilà. Bonjour, merci pour votre intervention et question internationale un petit peu. Comment est-ce que vous pouvez estimer l'influence des agences russes, Russia Today et Sputnik sur le public français? Merci. C'est ultra difficile comme question. C'est vraiment très difficile. Enfin, c'est pas difficile parce que la réponse est non. Je peux pas le mesurer. J'ai vraiment aucune idée de. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il y avait un créneau, ils ont pris un créneau et que, enfin, on le voit, il y a un certain type de public. Enfin, je pense beaucoup au mouvement des Gilets jaunes, hein, où ils ont fait un traitement qui était, ça a été un des médias qui a été plébiscité par les Gilets jaunes. À mon avis, pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'on reproche
à Sputnik et à Russia Today de faire de la désinformation. Je pense qu'ils ne font pas forcément plus de désinformation que les autres, dans le sens où je pense qu'ils font attention à ne pas en faire. En revanche, ils ont un prisme qui est obsessionnel et voilà, de critique. C'est un média qui va... leur ligne éditoriale, elle est contre le gouvernement, mais d'une manière qui est même pas... pour le coup, c'est même pas, à mon avis, politique. Enfin, c'est pas politique, c'est pas une critique politique. C'est tout ce qui nuit au gouvernement est un truc sur lequel on va insister. C'est ça. Alors, ça a été le cas ils n'ont pas besoin tellement de faire de la fausse information pour ça. Ils vont aller choisir les trucs qui nuisent, voilà. Et les gilets jaunes étaient de toute évidence un truc qui nuisait, voilà. Donc ça c'est la première réponse, c'est que les gilets jaunes, qui de fait sont dans l'opposition virulente au pouvoir en place, ont trouvé un média qui, de ce point de vue-là, les satisfait. L'autre raison, c'est qu'ils ont fait un boulot, et ça c'est quelque chose, moi je trouve que journalistiquement le traitement des gilets jaunes était intéressant. Ils ont fait le taf, pas parce qu'ils les ont suivis au long. Donc il y a eu des images. Ce qui a été très nouveau dans le mouvement des Gilets jaunes, dans le traitement médiatique, c'est qu'il y a un certain nombre de médias, et RT en faisait partie, Brut en faisait partie aussi, qui ont tout filmé. C'était des lives. Alors est-ce que c'est du journalisme, pas du journalisme? C'est une vraie question. En tout cas... Non, ils filmaient, c'était des lives, on voyait, ils commençaient, et il y a plein d'autres. De toute façon, c'est un mouvement qui a été fascinant parce qu'on n'a jamais vu autant d'images. Rien n'a échappé en fait. Mais en tout cas, voilà, RT et Brut ils ont tout filmé, et donc ils ont là où il y avait donc dans les violences policières, etc., là où il y a des médias qui ont été accusés à raison, les médias audiovisuels de pas accorder assez, de pas montrer suffisamment d'images des violences policières. Évidemment, RT, Brut, là où il y avait de la violence policière, de la castagne, ils y étaient, quoi. Et nous, qui avons beaucoup travaillé à Check News sur ces questions de violence policière, très tôt, parce que en fait, très tôt, le premier papier, l'acte 1, moi je me rappelle d'avoir fait un papier sur un tir de LBD dans la pommette d'un manifestant à Quimper, 17 novembre. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que ce thème soit là. Donc, sur les violences policières, sur la riposte proportionnée, pas proportionnée, etc. On a eu énormément de sujets. Dans ces cas-là, il y a des images, il y a des bouts d'images qui nous sont montrés. Et ce qu'on nous demande, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Et RT a été une source pour nous d'informations extrêmement précieuses, parce qu'ils filmaient souvent au long. Donc il y avait des agences de presse qui faisaient ça aussi, mais RT et Brut, c'était des mines pour nous, parce que souvent on avait l'avant et on avait l'après qui permettait de contextualiser, de comprendre ce qui s'était passé. Et donc ils ont fait ce boulot-là. Et je pense que pour ces deux raisons, là je vous parle des Gilets jaunes, ils ont été relativement plébiscités, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils filmaient tout, et par ailleurs parce qu'ils étaient anti-Macron. Voilà. Donc oui, ils ont une audience qui est assez, je pense, auprès d'un public qui est assez forte. Après, moi, ça serait absurde. J'ai aucun élément pour vous la mesurer, pour vous donner un. Mais en tout cas, ils ont clairement profité du mouvement des Gilets jaunes pour se faire. Voilà. Puisque ce sont des gens aussi qui peuvent vous interroger sur des sujets, est-ce que vous pourriez nous livrer le plus joli cadeau, peut-être, qui vous a été fait en forçant une information et en découvrant un truc trop chouette un sujet que vous n'auriez jamais abordé éventuellement, sinon? Il y a beaucoup de... un sujet... Après, si c'est en termes
purement personnel. Nous, on a plein d'histoires, on a plein d'histoires qui nous sont de trucs qu'on a été. Alors que c'est pas forcément des beaux trucs, c'est des fois c'est des choses qu'on a été amené à traiter en premier et qui étaient et qu'on, je sais pas, il y a une manifestante espagnole qui devait être virée, qui avait une OQTF, un truc absolument hallucinant parce que elle était enceinte, elle avait une espèce de grand bouclier. Elle avait un grand bouclier, elle manifestait de façon complètement pacifique avec un bouclier qui a été considéré comme une arme par destination. Et c'est extrêmement rare qu'une ressortissante européenne ait une OQTF pour... là, c'était limite menace de... Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on nous a... c'est un sujet qui n'était pas du tout monté, par exemple, dont on a été mis au courant très tôt et qu'on a traité avant les autres. Et typiquement, c'est une femme dont on a fait le portrait d'Air dans Libération. Et finalement, son OQTF a été enlevé, etc. Mais c'est un exemple de petits sujets. On va répondre à une question et ça va être transformé en un portrait. Voilà, par exemple, la journaliste qui a répondu à la question, ensuite elle a rencontré, elle a voulu la voir et ça a été un portrait. Mais il y en a plein, il y en a plusieurs, à mon avis, d'autres exemples. Il y a des sujets qui rentrent comme ça un peu par effraction et qui n'étaient pas du tout dans nos viseurs et des fois, on est content de raconter un peu des histoires aussi, voilà, comme ça. Pardon. Par curiosité, mais c'est l'actualité, toutes les études et tout ce que vous avez détricoté par rapport au Brexit, à l'époque, quelle est la part de certaines infox qui, d'après vous, ont fait basculer l'électorat britannique pour voter la sortie de l'Union européenne. Donc il y a bien eu des infox à ce moment-là. Donc donnez-nous une ou deux infox intéressantes, je ne sais pas. Alors c'est compliqué. Alors ce qui est je crois qu'une des plus célèbres, c'était sur ce que ça rapporterait en fait, ce que ça permettrait de gagner. Je crois que c'est Nigel Farage qui avait chiffré ça. En gros, ça nous permettra d'économiser, je sais pas combien il avait chiffré le truc, et lui-même avait convenu que c'était absolument n'importe quoi. Après, le vrai risque. Là, il faut faire un peu attention aussi, c'est de penser, de surestimer l'importance de... Je pense qu'il y a un effet grossissant, un effet loupe sur ces fausses informations et sur le fait que c'est ça qui détermine les citoyens dans leur vote. Moi, j'ai le souvenir... je vous ai dit, Trump, vraiment dans l'esprit des gens, c'est l'Amérique bernée par les fake news qui a voté Trump. Et honnêtement... on a eu la possibilité d'intervenir dans une conférence très peu après l'élection de Trump avec une journaliste du New York Times et son discours était vachement plus intéressant quand même. C'était quand même, il y a eu une remise en cause aux États-Unis du rôle des médias là-dedans et c'était pas simplement il y a eu des méchantes intox, etc. Ils se sont quand même rendus compte qu'il y a une part de l'électorat qu'ils ne voyaient pas, quoi. Je veux dire, il y a plein de choses que les médias n'ont pas du tout vues à ce moment-là, qui ne répondaient pas du tout à leurs préoccupations, etc. Et ça, c'est quand même... et je pense que c'est la même chose sur le Brexit. Dire simplement que c'est des gens qui ont été floués parce qu'on leur a fait croire des trucs, c'est à mon avis nier et mépriser des ressorts qui sont plus profonds et qui font interroger. Donc il y a, à mon avis, de la part des politiques, il y a un confort évident de la part des politiques à dire ça. Il n'y a que, en gros, ça revient à dire, il n'y a que des fake news qui peuvent vous donner envie de quitter l'Union européenne. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Hein. À mon avis, il y a d'autres raisons qui peuvent donner envie. Je ne sais pas si c'est des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, mais il y en a d'autres. Et du coup, à mon avis, il faut faire attention à ne pas attribuer la responsabilité des trucs uniquement à la mauvaise information. Donc ça, c'est... Mais là, c'est pareil, je suis incapable de chiffrer le truc. Mais en revanche, il y a plein de gens qui vous diront, regardez, là, c'est sûr, c'est ça qui les a fait basculer, etc. Moi, je pense que c'est plus compliqué.
Bonsoir. J'aurais voulu savoir concrètement comment est-ce que se passent les vérifications. Est-ce que c'est uniquement par recoupement ou il y a d'autres méthodes sans aller dans les détails? Ça dépend. En fait, ça dépend complètement des sujets. C'est vraiment... si on travaille sur, voilà, typiquement sur la fraude sociale, et on va aller lire les rapports des sources qualifiées qui ont travaillé sur la fraude sociale. Voilà, en l'occurrence l'INSEE, quand ils ont bossé sur cette histoire d'immatriculation. Quand on nous pose des questions sur l'immigration, sur le nombre d'immigrés, sur le solde migratoire, sur un truc comme ça, on va aller regarder les stats de l'INED, encore une fois les stats de l'INSEE. Donc il y a un travail, mais ça c'est n'importe quel journaliste qui travaille sur un sujet doit être capable d'identifier les sources documentaires qualifiées. Donc notre travail de vérification c'est d'abord celui-là. Après on a des trucs qui sont très spécifiques et qui font appel à des compétences très particulières, notamment sur les images et sur les vidéos. Et ça demande vraiment... on a dans notre équipe des journalistes qui ont cette capacité à utiliser des outils voilà, sur le numérique pour remonter à l'origine d'une vidéo, pour voir quand est-ce qu'une photo a été postée la première fois, etc. Donc ça, c'est des compétences qui sont assez spécifiques. Et puis après, il y a des trucs assez marrants. Ça, c'est l'aspect rigolo de notre travail, entre guillemets. Des fois, c'est un peu une petite enquête qu'on va faire. Pour vous donner un exemple précis de trucs sur lesquels on a travaillé, il y a une vidéo qui a énormément circulé sur Facebook ces derniers jours, soi-disant d'un trafic d'or qui aurait été démantelé au Mali. Mettant en cause des militaires français. Donc c'est un truc qu'on a beaucoup vu circuler sur Facebook. Et voilà, avec des fois un raffinement dans la narration qui disait que c'était sur ordre de l'Élysée. Des fois, donc le truc était rajouté. Et donc là, on commence à travailler nous sur cette vidéo et d'abord on voit que quand on cherche, que des fois c'est au Cameroun, des fois c'est au Ghana, parce qu'en fait sur cette vidéo on voit qui se passe visiblement en Afrique, on voit effectivement visiblement des douaniers qui tombent sur des lingots et on voit certaines personnes qui observent, etc. Donc, et là il y a tout un petit travail d'enquête et qui est très facile et pour le coup qui ne demande aucune compétence, simplement des qualités d'observation. Donc on va zoomer sur des points de la vidéo qui nous permettent de voir, il y a un moment quelqu'un qui tient un coin de journal, donc on va zoomer sur le journal, on se rend compte que c'est un journal ghanéen. Quand on voit la une, on va regarder sur le site du journal en question, on voit que c'est un article qui est daté du 10 juin, donc on sait que c'est forcément postérieur au 10 juin. Ça nous donne une indication, ça nous donne aussi un indice sur le fait que c'est pas au Mali, que c'est probablement au Ghana. Et puis on arrive encore à voir sur un petit bout une feuille qui est posée sur une table avec le nom d'une boîte qui s'appelle Fairtrade. Et donc en faisant des recherches, on se rend compte que c'est une boîte italienne. Et donc on a envoyé des mails, etc. Donc là on a fait une espèce de course avec les observateurs qui sont. Donc c'est une course qu'on a perdue d'ailleurs parce qu'ils sont allés plus vite que nous et la boîte en question Fairtrade. Donc on a vu le nom comme ça sur un petit coin, a fini par leur répondre avant et ils ont réussi à identifier une des personnes sur la vidéo qui leur a donné, qui leur a dit que c'était au Ghana, que ça avait été filmé début juillet. Voilà, donc on a pu et que ça avait absolument rien à voir avec cette histoire de militaires français au Mali. Après, là où l'histoire est marrante, donc on a pu au moins écrire que c'était faux, c'est que dès le lendemain, eux, ils ont dit, ils nous ont appelé aussi après pour dire, nous, on n'a rien à voir dans cette histoire, etc. Et dès le lendemain, leur site avait été fermé. Et du coup, je pense qu'il y a une histoire sous l'histoire, sur lequel nous on va continuer à gratter, de voir visiblement ils étaient quand même très gênés de cette vidéo et donc nous on va continuer à gratter un peu pour essayer de voir ce qui s'est passé. Mais dans un premier temps, voilà, on a réussi et c'est un peu de la bidouille, hein, c'est en zoomant sur quelque chose, c'est en passant des coups de fil, c'est en essayant d'identifier une des personnes sur les images. Voilà, on a réussi à avoir une petite histoire, quoi. Et donc des fois c'est des trucs comme ça.
des fois, on se rend compte que c'est beaucoup, on passe beaucoup aussi par les réseaux sociaux. On cherche beaucoup de personnes qui ont été témoins, donc ont pu filmer. De plus en plus, les sources, c'est les citoyens, parce que les gens filment de plus en plus les scènes. Donc très souvent, quand on nous demande, c'est assez surréaliste et des fois vertigineux et assez inquiétant de voir à quel point tout est en image aujourd'hui, tout ce qui se passe est en image. Sur les Gilets jaunes, c'était démentiel parce que tout était filmé. Tout était filmé. Et en fait, on se rend compte que tout est filmé. Les gens ont un réflexe de filmer. Quand il se passe, on a eu plein de fois des cas de violence policière où ce qui nous a permis de raconter l'histoire, c'est de faire une enquête de voisinage où en fait on se rend compte que tous les gens sur les balcons, ils filment. Dès qu'il se passe quelque chose, ils entendent du bruit, ils vont filmer. Et donc tout est en image quelque part. Ce qui est génial, et il faut juste trouver les images, mais elles sont là. Et très souvent, le boulot, c'est d'aller repérer. Donc on voit sur des images, on essaie d'identifier une personne qui... Des fois, on arrive quand on n'a pas le bon angle. Moi, je me rappelle d'avoir travaillé sur un cas. Alors pour le coup, il y avait un peu une intox d'un flic qui tapait quelqu'un qui avait une canne blanche. Et donc c'était le truc qui circulait, c'était maintenant il tape les aveugles. Et donc il y avait un petit bout de vidéo qui montrait juste le début d'une scène avec quelqu'un qui... donc ce qui était un peu bizarre, c'est qu'au moment où le flic allait taper, le type avec la canne blanche, il se protégeait comme s'il le voyait. Alors du coup, on ne savait pas trop si c'était un vrai aveugle ou pas un vrai aveugle, etc. Mais ce qu'on voyait avec cette image, c'était que quelqu'un d'autre filmait la scène. Donc il y avait quelqu'un qui filmait cette scène, mais filmant aussi quelqu'un filmant la scène. Je me disais, c'est celui-là qu'il faut que je chope, parce que peut-être que lui, il a l'histoire complète, etc. Et de fil en aiguille, je m'étais rendu compte que c'était un journaliste reporter d'images de TF1 qui était là et qui avait, lui, toutes les images. Alors après, c'était compliqué, parce que TF1 n'avait pas diffusé les images. Mais il a quand même accepté de me les envoyer, etc. Et sur ces images, on voyait juste qu'effectivement, il y avait un flic qui arrivait et qui voulait taper 2 personnes, dont un malvoyant, et que son copain, voyant le flic arriver, lui a pris la canne dans les mains, et pour se protéger, pour les protéger. Donc celui qui était tapé, c'était... Alors ce qui justifie pas, le flic qui tape un aveugle ou un pas aveugle, c'est pas bien. Mais on voyait sur cette image-là que c'était l'autre qui tenait la canne. Enfin voilà, des fois c'est des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il faut chercher la source des images, des trucs supplémentaires. Mais ça a un peu changé notre façon de travailler. D'abord parce que c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. Donc voilà, les violences, les trucs comme ça, dans tous les actes, dans toutes les villes, on a eu des images comme ça. Mais c'est vrai que c'est cette richesse, cette masse documentaire, ces images comme ça qui circulent à foison et qui sont... c'est quelque chose d'assez nouveau et qui est assez impressionnant parce qu'on se rend compte que tout est filmé en fait. Tout existe quelque part, quoi. Pardon. Une interrogation. On a tendance à voir... fake news et des informations d'un point de vue négatif, et je me demande si c'est pas une avancée au contraire, parce que sans remonter jusqu'à Balzac, Zola, là, quand ils décrivent la façon dont les journalistes travaillaient dans les années 1860-80, c'est une horreur. Ce sont des domestiques à la botte des grands financiers. Après, on a la guerre de 14-18 où tout est entre les mains de l'armée et du gouvernement. Ensuite, on a la manipulation de l'information et des foules par les pouvoirs nazis, staliniens. Hein, il y a les deux. Et puis, il faut se rappeler qu'en France, jusqu'en 1974, c'était le ministère de l'Information qui contrôlait les médias audiovisuels. On a dû avaler n'importe quoi pendant près d'un siècle. Je ne sais pas si on a mangé autre chose que de la fake news et de la désinformation. Donc le fait que maintenant ça devienne insupportable, qu'on ait besoin tous les jours de vérifier, de se poser des questions, moi je trouve ça plutôt bien. Non mais je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait c'est la liberté des sources. Mais
ce qu'il y a derrière surtout, c'est que les journalistes ne sont plus les seuls émetteurs d'informations. C'est même au-delà de ça. C'est que chacun est un média aujourd'hui, et c'est aussi ça qui rend le phénomène, c'est à la fois positif parce que ça, il y a une diversité de regards. Aujourd'hui, l'info vient de canaux tellement différents, de sources tellement différentes. Mais effectivement, le risque qu'il y ait des choses inexactes qui circulent et le mauvais côté de la médaille, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est mieux que l'ORTF. Hein. Oui, après, ça aboutit à une espèce de confusion dans laquelle on est et qui est compliquée. Hein. C'est difficile de savoir aujourd'hui, je pense, quand on est citoyen, qu'on veut s'informer, c'est vachement compliqué. Moi, j'ai moins cette question à me poser parce que je suis rattaché à un journal, mais je ne sais pas moi quel journal je lirais si je ne travaillais pas à Libération, vraiment. Je ne sais pas si je lirais Libération, mais franchement c'est difficile, quoi. Et puis même c'est vrai qu'il y a une espèce de dictature de l'actu, de l'info, donc je ne sais même pas si j'aurais pas des fois envie de couper tous les trucs et de penser à autre chose. Il y a une tyrannie de l'info qui empêche de penser à plein de trucs, hein, il y a une maladie de ça aussi. On est complètement saturé on est bombardé d'informations qui sont parfois complètement inintéressantes. De ce point de vue-là, je ne sais pas si vous avez des iPhones, mais ce qu'on appelle Apple News, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un sujet en soi qui est absolument central dans la presse. Apple News, c'est ces 4. Voilà, c'est pour les gens qui ont des smartphones. Il y a quand même une dizaine de millions de ces petites bidules Apple qui circulent en France. Et ils ont un truc qui s'appelle Apple News. Donc c'est 4 suggestions d'articles qui sont choisis par l'algorithme d'Apple. Là, on a, alors c'est pas les trucs, on a eu bien pire. Hein. On a le premier, c'est la réforme des retraites prévue pour l'été 2020 d'Édouard Philippe. Le deuxième, c'est 3 questions sur l'affaire des mutuelles de Bretagne dans laquelle Richard Ferrand a été mis en examen. Ensuite, c'est EDF, 5 réacteurs nucléaires menacés d'arrêt. Et le quatrième, c'est Trump envisage d'interdire les cigarettes électroniques aromatisées. Honnêtement, j'ai rarement vu aussi qualitatif. Parce que les 3 premiers sujets sont des sujets. En général, on est sur Trump envisage d'interdire les cigarettes électroniques aromatisées, parfois x4, parce que cet algorithme était complètement idiot. On est dans la duplication, on peut avoir exactement le même truc. Donc quand quelqu'un meurt, on va avoir les 4 articles qui seront quelqu'un meurt. Il faut savoir que ce truc-là, c'est le plus gros levier d'audience. Les journaux s'organisent pour rentrer dans ce truc-là. Quand un article de Libé est happé par l'algorithme d'Apple News, il fait à lui seul 4 fois plus d'audience que tous les autres articles du site. Voilà. Un article qui va rester, qui va rester 1 heure, il va faire 300 000 vues. En moyenne, un article de Libé, il en fait 15 000 ou 20 000. Donc, c'est la poule aux œufs d'or. C'est la course à Apple News, elle est hallucinante, quoi. Et les journaux s'organisent pour être les premiers. Donc ils font appel à des conseillers pour essayer de savoir comment ça marche, l'algorithme d'Apple News, le truc comme ça. Il y a une course pour savoir comment on peut être dans la liste des journaux qui sont éligibles à Apple News. Personne ne sait. C'est complètement arbitraire. Marianne a été pendant des années éligible à Apple News. Et un jour, du jour au lendemain, ils sont sortis du truc. Personne ne leur a expliqué comment. Ils n'ont aucun interlocuteur. Ils ont une audience qui s'est cassée la gueule, qui a été divisée par 2. Il n'y a personne à qui se plaindre. Hein. Il y a une liste blanche des journaux qui sont éligibles à Apple News. On ne sait absolument pas. Nous, ça fait 1 mois qu'on n'y a pas été, donc on a une audience qui se casse la gueule. Des fois, alors en plus, c'est jamais les articles les plus intéressants qui montent. Hein. C'est un peu pousse au crime. Nous, on peut faire plein d'articles hyper sérieux, voilà, et on fait un article sur est-ce que tous les dragibus ont le même goût. C'est un article qu'on a vraiment fait parce qu'on a vraiment eu la question. Le truc, il a été pris par Apple News, paf, on a cartonné, quoi. Des fois, c'est gênant.
Des fois, on regarde le truc, on fait oh là là, on ferme le truc. Alors à la fois, on voit la courbe d'audience qui tape des sommets. Mais en même temps, on se dit, est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'on a envie de faire notre... C'est compliqué, quoi. Mais c'est un truc qui est assez méconnu, mais qui est c'est fascinant et absolument terrifiant. C'est la dictature de ces petits trucs. Et le jour où ils vont arrêter, ça va être délirant. Ça va être... Ici, Apple News, c'est 30 à 40% de l'audience des plus gros sites. Voilà. Et c'est uniquement un algorithme. Ça n'a rien à voir avec la qualité d'un papier. Ça n'a rien à voir avec forcément sa pertinence. C'est uniquement c'est aucune intervention humaine. C'est un algorithme qui détermine 30 à 40% de l'audience des plus gros sites de France. Bonjour. Ouais. Ici. Je me demandais simplement si l'esprit du fact-checking pouvait pas dériver un petit peu dans la mesure où on cherchait à l'origine la pureté des faits et qu'on a pu voir ces dernières années que certains sites se proposaient parfois de vérifier la pureté des discours. Je pense au Décodex du Monde qui avait créé son plugin et qui jugeait de la fiabilité ou non de certains sites internet. Je voulais votre avis là-dessus. Alors, moi, mon avis, c'est qu'ils ont fait... c'est que c'était pas une bonne idée. Je pense que c'était pas une bonne idée le Décodex. C'est pas parce que c'est les concurrents du Monde. Je pense que c'était... et je pense qu'ils ont fait des erreurs... effectivement, Enfin, ils ont vraiment donné le bâton pour se faire battre, mais je pense qu'ils regrettent beaucoup d'avoir lancé ce truc-là. Et je pense que ça n'a rien à voir avec le fact-checking, honnêtement. Ou alors c'est une maladie du fact-checking. Mais ils ont... ce qui leur a été reproché, c'était une énorme connerie. Le principe du Décodex, c'était que vous mettiez sur une extension, sur un navigateur, sur votre ordinateur, et à chaque fois que vous alliez sur un site, sans que vous demandiez rien du tout, il était noté. Vous aviez en fait le niveau de fiabilité du site estimé par le monde. Voilà, donc vous alliez sur F de souche ou valeur actuelle, c'était en rouge parce que souvent ils disent des conneries. Vous alliez sur Le Monde, c'était en vert parce qu'ils en disent jamais. Et vous alliez sur je sais pas quel truc, c'était en orange parce que des fois c'est attention, méfiez-vous, recoupez. Voilà. C'est évidemment extrêmement casse-gueule de faire ça. Autant on peut qualifier un article, dire qu'un article est faux, mais sur la base de certains faux articles, de qualifier un site dans sa globalité, c'était déjà assez casse-gueule. Mais là où ils avaient fait des trucs qui étaient très contestables, c'est qu'ils avaient par exemple foutu Fakir en orange, je crois, et que quand on leur avait demandé chez Schneiderman pourquoi Fakir était en orange, ils avaient eu cette réponse qui était une extrêmement mauvaise réponse, qui était parce que c'est un média militant ou orienté. Et là, évidemment, les gens, Ruffin, dit bah ouais, mais bon, vous êtes orienté mollement, Le Monde, vous êtes orienté, SOSDEM, mais vous avez une orientation quand même. Vous n'êtes pas moins militant mou que moi, je suis militant du truc. Et c'était évident que c'était. Et du coup, c'est vrai que ça quand ça donne l'impression qu'on va servir du fact-checking pour disqualifier un discours parce qu'il est orienté, ce qui veut tout et rien dire, c'est catastrophique. Mais ils s'en sont rendus compte et je crois qu'ils ont, voilà, c'est un truc qu'ils mettent plus ou moins en veilleuse, qu'ils ont fait évoluer. En tout cas, cette prétention à régenter comme ça et à noter la fiabilité des sites, c'est un truc qu'ils en sont revenus. Ça leur a pas fait de bien. Honnêtement, ça leur a pas fait de bien et heureusement parce que c'est pas du tout souhaitable, quoi. Nous on n'est pas du tout, nous on n'est pas du tout dans cette démarche et on se garde bien d'être dans le jugement des trucs, voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est exactement l'anti-modèle. Hein. C'est tout ce qu'on veut pas faire, quoi. De l'éthique. La question est la place de l'éthique. C'est une question qui est très large. Je sais pas comment on peut répondre. On essaie d'être honnête, mais je vais faire des réponses que tarte à la crème. Je sais pas. Le plus important pour nous, et c'est un travail qu'il faut faire vraiment contre soi-même.
peut-être que c'est pas vraiment la réponse à votre question, mais c'est en tout cas il faut être capable d'admettre ses torts. Voilà, et je pense que c'est un des trucs sur lesquels on doit progresser aussi. C'est dans les échanges qu'on a après nos articles et dans le fait alors on a déjà une règle absolue qui est que quand on corrige, on est transparent sur la correction, donc il faut qu'on soit capable, pour être crédible, il faut être capable de s'amender en fonction de choses qu'on a ratées ou de choses qu'on a mal faites. Ça c'est absolument capital. Et et pour ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit à partir du principe que des articles, des fois, c'est des ébauches de certains trucs qui peuvent être enrichis par des remarques, etc. Donc il y a une prise en compte de la critique et des remarques des internautes qui est à mon avis la clé voilà, notre éthique, j'espère qu'elle est là-dedans, quoi. En tout cas, c'est ça qu'on va essayer de faire au maximum. C'est de pas donner l'impression qu'on est sûr de nous. Voilà, des fois, on assène des choses, etc. Et il faut vraiment qu'on ait l'occasion d'être contredit de façon constructive, hein, et faire montrer qu'on est capable de tenir compte de ces trucs-là. Oui, bah oui, c'est un. Après, j'espère que dans notre boulot, on essaie d'être les plus honnêtes possibles et il faut pas avoir d'amis. C'est facile, c'est beaucoup plus facile d'être honnête quand on n'a que des ennemis que quand on a des amis. C'est ça qui est le truc le plus difficile dans ce métier. On s'en rend compte, c'est quand c'est quand il y a des gens qu'on aime bien. Quand on est les louanges, c'est le pire piège. C'est qu'on a tendance à épargner les gens qui nous aiment bien, et on a tendance à bien aimer les gens qui nous aiment bien et à les épargner. Donc voilà, c'est un truc il faut faire vachement attention à ça, et notre chance, c'est qu'on voit jamais personne. Ça, c'est un truc important. C'est très emmerdant quand on est journaliste, parce qu'on fait jamais de terrain, donc il y a tout un aspect du journalisme qui est un journalisme humain, etc., qu'on fait pas du tout. Mais ça nous met à l'abri d'un truc, c'est des déjeuners, c'est des discussions avec les sources, etc. Et de ne connaître personne et de ne voir personne de façon personnelle, ça nous met à l'abri justement de ça, quoi. Et c'est vrai que ça, on y tient. Du coup, voilà, faut pas avoir d'amis, comme ça on peut écrire sur tout le monde.